Bienvenue dans Hors Piste, le podcast pour écouter votre audace. Je m'appelle Thomas Sissot, je suis coach et thérapeute par le tri conscient. Un tri multidimensionnel qui accompagne les choix et les deuils pour oser vivre sa place et faire à sa façon dans tous les espaces de vie. En regardant mon chemin, je me suis rendu compte que je ne faisais pas grand-chose comme tout le monde. Cette sensation d'être très souvent à côté de la piste ou du tempo. Avant-garde, excentrique, rebelle, j'appelle ça audacieux. Être capable de sentir ce qui est juste pour soi, l'assumer et le vivre détaché du contexte et des contraintes extérieures. Des jugements aussi. Alors j'ai eu envie d'interviewer toutes celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde, qui écoutent cette petite voix qui dit « c'est par là », même si ça fait peur. Avec la joie que ces discussions vous invitent à remettre en question votre piste et écouter votre audace au quotidien. Touchous, soyez vous-même. Bon épisode. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 51e épisode d'Hors Piste, cet endroit où j'invite certaines qui ne font pas comme tout le monde, qui n'ont pas fait comme tout le monde et qui continuent à écouter cette petite voix qui dit c'est par là que ça va, même si ça fait peur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tigrane Adeng. Adeng, comment on dit Tigrane? Comme on le souhaite, ça dépend des régions en fait. On dit Ading Ok. plus au nord, Adang plus au sud. En tout Et cas, ça sonne. Adeng, Ading, Adeng, Ading, moi je trouve. bienvenue. Bienvenue dans Hors Piste, Tigrane. Merci. Hmm. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici pour justement tirer le fil de cette audace. Moi, en tout cas, moi, je te vois comme un audacieux. En plus, quand je lis ta présentation dans tes œuvres, dans tes bouquins, avec cette phrase qui dit visiter dès son enfance par des expériences extraordinaires, je me suis dit, OK, mon intuition est bonne. Euh, Tigrane a toute sa place dans Hors Piste. Et merci de venir tirer les fils justement de ce sujet, d'oser être soi, d'être dans son audace, ne- et de continuer à écouter cet endroit qui est unique chez chacun, chacune, euh, sans, sans se faire happer ou copier, et surtout dans cette époque où les repères s'écroulent et comment retourner au centre pour savoir où est sa route. C'est quelque chose c'est quelque chose que tu connais, ça, ce retour au centre pour écouter cet endroit. Oui, ça semble fondamental. Euh, Tu parlais des expériences et visitées depuis l'enfance. Donc si on prend une trame un petit peu chronologique euh, et qui permet de comprendre peut-être de remettre certaines choses en perspective, euh, cette petite voix dont tu parlais en introduction, par définition, il me semble que ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. C'est quelque chose, en revanche, que l'on apprend avec le temps à écouter avec un certain discernement pour être sûr que c'est celle qui vous fait du bien, c'est celle qui vous parle au sens figuré du terme, puisqu'il peut y avoir beaucoup de voix qui vous parlent, mais sur la terre comme au ciel. Donc le discernement est très important. Euh, Dans l'enfance, c'est quelque chose qui m'est effectivement tombé dessus. C'est pour ça qu'on parle d'expérience spontanée. À un âge où on ne se pose pas la question de catégoriser, de labelliser, on ne connaît pas des mots comme clairaudience ou autre. En revanche, on sent bien quand quelque chose comme ça vous visite, qu'il y a une nature différente dans votre tête, dans votre ressenti. Et comme s'il fallait parfois marquer le coup, la vie peut vous délivrer une expérience qui est de l'ordre d'une sorte d'extase, même si c'est pas non plus un mot avec lequel on est familier quand ça m'est arrivé 6 ans, 7 ans, mais qui néanmoins aligne le plan physique et le plan psychique. C'est-à-dire que comme pour marquer le coup et être sûr que vous n'allez pas passer à côté de cet événement qui signe un avant et un après, donc cette première ouverture, disons, à l'invisible, à un autre monde, d'autres mondes, peut-être aussi cette première ouverture à soi
à un soi beaucoup plus profond, plus mature, plus intemporel, pour lequel il va justement s'agir d'oser devenir ce soi de façon incarnée dans cette existence, d'oser parfois mettre en veilleuse l'ego pour avancer vers cet esprit plus large, vers ce que votre âme sait déjà et que vous découvrez en chemin. Mm. Eh bien, il y a cette juxtaposition du plan physique et psychique. En tout cas, ça a été mon expérience. Je ne peux parler que pour ce qui m'est arrivé en termes de témoignages de première main. Et ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier, puisque quand bien même vous seriez distrait et pas assez attentif à l'élargissement d'une forme de conscience, à la captation d'une voix, la réception d'un message, si c'est ancré dans le corps et que cette élévation soudaine de votre vibration, ou pour parler de façon beaucoup plus concrète et sans faire de mysticisme aucun, tout simplement ce plaisir du corps, ce bien-être, voire ce côté extatique, pour ne pas dire orgasmique, évidemment là, on ne peut pas l'ignorer, puisque ce à côté de quoi on pourrait passer dans le mental, à partir du moment où ça vous traverse des pieds à la tête et où vous ressentez un plaisir comme vous ne l'avez jamais ressenti et que ça se passe simultanément de façon indissociable d'une sorte d'ouverture de la conscience, le physique n'exclut pas et ne s'oppose même pas au psychique et inversement. Et là, évidemment, vous n'êtes pas prêt d'oublier ce que vous avez vécu puisque vous l'avez ressenti dans chaque cellule de votre corps, en même temps que vous l'avez vécu en termes de, justement, visitation d'une autre forme de conscience élargie. Mm. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est cet événement? Oui, c'est quelque chose que je raconte en fait dans le tome 1 de la première trilogie de la saga Shaman, donc la première trilogie voilà, qui s'appelle La Quête. Il y a eu donc l'Aventure mongole, c'est la première trilogie, qui est parue il y a un an, et puis paraît maintenant une deuxième trilogie, qui est l'aventure amérindienne. J'ai Vous pas avez le le troisième puisqu'il sort aujourd'hui. voilà, Voilà, donc le voici. le tigre Le et le Tigre jaguar. et le Jaguar, qui clôt cette deuxième trilogie. Donc, Mm. au début du premier tome, je parle de cette expérience. Alors, désolé Cette pour les montée à la auditeurs. corde? C'est cette montée à la corde? Oui, voilà. Donc, désolé Ok. pour les auditeurs qui l'auront déjà entendu ailleurs. Mais c'est effectivement quelque chose qui ne s'est pas du tout passé dans un contexte particulier, du type un magnifique coucher de soleil sur une mer scintillante ou autre, mais tout simplement dans une salle de gymnastique collective, Mm. dans un préau à l'école, et où en m'approchant de cette corde à grimper, déjà il y a une sorte de signe avant-coureur comme pour m'alerter, me mettre au parfum. Et en m'approchant de cette double hélice, car c'est une Mm. corde traînée, vous savez, comme les grosses cordes de chanvre ou les cordes qu'on a dans la marine depuis des siècles, qu'on retrouve dans l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, chez les cordiers, les chambriers, etc. Cette double hélice, tout d'un coup, il y a une sorte de surimposition que j'ai pas su interpréter, et je pense que j'étais trop jeune pour ça, mais où il y avait une sorte de simplification de cette forme, presque à un symbole. Et Mm. évidemment, quand on parle de double hélice, après, a posteriori, avec la culture, qu'elle soit scientifique ou anthropologique, Mm. on peut voir dans cette double hélice le caducée, on peut voir dans cette double hélice la double hélice de l'ADN, on peut y voir aussi dans cette montée à la corde le fameux Axis Mundi, Mm. cher aux grands maîtres de l'Antiquité, mais aussi l'arbre à grimper dans certains types de chamanisme, comme le chamanisme mongol. Mm. Donc finalement, quelque chose qui relie le ciel à la terre, symboliquement, peut-être même plus que symboliquement. Peut-être que le fait de grimper à un axe comme ça peut éveiller certaines sensations physiques très particulières, exceptionnelles, et entraîner aussi, ou être entraîné par, alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf, Mm. une extase qui n'est pas que physique, mais qui est aussi
psychique, spirituel, les deux, bien sûr, faisant la paire. Hmm. Merci. C'était l'une de mes questions, justement, quand j'étais dans Chaman. Euh, Parce que tu ne nommes pas ton narrateur au début, mais après, plus loin, on sait qu'il s'appelle. Alors moi, je dis Tan Green, enfin Tan Gris, oui, et c'est l'anagramme de Tigrane. Donc je me suis dit, mais où est son histoire là-dedans? Mm. Est-ce que tout est autobiographique? Tous les souvenirs d'enfance, les réminiscences, les flashbacks, etc., Hmm. euh, sont rigoureusement autobiographiques. Donc, je n'ai pas changé les lieux, je n'ai pas changé les noms. Pourquoi? Parce que ça m'a demandé, en quelque sorte, de me mettre à nu et d'oser, justement, partager sans censurer, minorer, enjoliver les choses telles qu'elles se sont passées. Au début, j'ai pas très bien compris, j'ai essayé de négocier, j'ai vite vu qu'il fallait surtout filer droit et ne pas interférer, dans le sens où la vertu de ce type de partage, quand bien même vous pourriez être dans le cadre d'une fiction ou d'un roman, d'un conte, tenter d'enjoliver les choses, de vous dire ah ben non, ça c'était vraiment traumatisant et violent, ça n'a pas sa place ici, c'est pas très feel good, mais néanmoins Hmm. ça fait partie du chemin. Et puis ça prend un autre sens, d'abord qui est que ce qui peut paraître très négatif, éprouvant, voire terrifiant sur le moment, et qui peut prendre la forme d'une maladie, d'un incident, d'un trauma, d'une violence verbale, physique, énergétique. Avec le temps, ces choses peuvent être transmutées si on les dépasse et prendre un autre sens qui était que c'était parfois le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour sortir de votre zone de confort, parfois cette plongée tout au fond jusqu'à vraiment taper, racler le fond de la piscine parce que sinon vous seriez resté dans une zone intermédiaire de nuances, de gris, et qu'il fallait toucher le fond pour être capable de donner ce fameux coup de talon salutaire qui vous permet de rebondir une fois pour toutes et de reprendre votre souffle, d'où la vertu parfois de la plongée en eau profonde. Ça, c'est pour cette façon de transcender la bipolarité positif-négatif et où tellement de choses qui semblaient donc négatives sur le moment peuvent s'avérer avec le temps avoir été des véritables tremplins dans votre évolution. Et puis, il y a peut-être un autre sens aussi à ce partage et cette mise à nu, y compris d'événements qui ne sont pas forcément les plus jolis, les plus joyeux, qui est que ça vous oblige à une ouverture, une authenticité, où alors que la plupart de vos lecteurs et lectrices, vous ne les rencontrerez jamais, eh bien, vous partagez quelque chose que vous ne partageriez normalement peut-être qu'avec votre meilleur ami ou les membres de votre famille les plus proches. Et donc, cette ouverture n'est plus que le fil d'une trame narrative verbale, ça devient aussi une ouverture du cœur, une ouverture à 360 degrés, sans jugement, sur ce qui fait bien sûr une belle histoire, mais sur ce qui fait partie de ce qui va devenir une belle histoire et qui parfois, comme on l'a vu sur le moment, pouvait être particulièrement repoussant ou traumatisant. Hmm. Et néanmoins, avec le temps, tout ça joue son rôle dans un puzzle qui est bien au-delà du bien ou du mal et qui redonne du sens rétroactivement quand vous voyez ces différents événements, positifs ou négatifs, comme avec le recul, des perles très différentes qui, sur le moment, n'avaient rien à voir les unes avec les autres, mais Hmm. qui, en se retournant un jour, semblent enfiler sur le même fil, en fait. Hmm. Et d'être sur justement cet axis midi dont tu parlais, sur cet axe de ta piste, en fait, qui se crée au fur et à mesure. Euh, je reprends un terme que tu as dit tout à l'heure, négocier, de négocier, d'enjoliver, d'arranger. Et voilà, ça fait écho à cet endroit d'oser justement, de comment je vais aussi tomber le dernier masque, la dernière pelure pour être totalement offert. Offert non pas pour être dévoré, mais offert pour être rayonnant pour le coup. Euh, Est-ce que sur cet endroit-là, cette dernière pelure, comment tu
Justement, comment tu négocies? Parce que c'était ton mot tout à l'heure. Comment tu choisis ce pendant de OK, j'ose encore un peu plus? Alors, pour être honnête, j'ai pas la prétention, dans certaines de ces situations, d'être en position de force ou d'avoir la main dans la négociation. Je Mm. crois que ça relève plus de certaines formes de lâcher prise, d'acceptation. On a le libre arbitre, Dieu merci, parce que si on le perd, là, ça commence à aller mal et ça devient dangereux. Donc, il faut absolument s'écouter avant tout, garder ce libre arbitre envers et contre tout. Mais dans certaines de ces situations, ce libre arbitre, s'il est synonyme de, bien sûr, on reste libre, mais en l'occurrence, on serait libre d'aller droit dans le mur si on n'acceptait pas ce lâcher prise, parce qu'il faudra le payer plus tard, de par un bouclier qui vous aura coupé de vos émotions, de par une Mm. protection qui vous aura fait passer à côté de certaines rencontres, de par une prudence excessive qui vous aura écarté d'une voie plus courageuse et finalement plus enseignante. Euh, Vous avez certes ce libre arbitre, mais parfois ce libre arbitre consiste à prendre la liberté d'un chemin qui n'est pas forcément le plus facile. Et dans ces moments de lâcher prise, je trouve ça assez fascinant comme juste avant, ça peut être un des moments les plus difficiles de votre existence. Et comment, non pas après, mais dès lors que vous faites ce premier pas, ça devient immédiatement une transformation qui est des plus soulageantes, en fait, de votre Mm. vie. Mm. Magnifique, merci beaucoup. Même si ça fait peur, je le dis souvent dans cette émission, c'est d'écouter cette voix qui sait, cet endroit qui sait, c'est-à-dire qui, je ne le sais même pas que je sais, comme tu disais tout à l'heure, et même si ça fait peur, c'est-à-dire c'est vraiment, tu parles de lâcher prise, d'être dans une totale disponibilité, en fait, à ce qui appelle, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Euh, et on parle J'allais de l'ego dire, de... Mm. surtout si ça fait peur, c'est-à-dire c'est la sagesse de certaines traditions différentes. Hein. Il y a aucune histoire de plaider pour telle ou telle chapelle. C'est au-delà des croyances, c'est au-delà des religions, c'est au-delà des cultures. Euh, et aussi d'apprendre ce distinguo entre peur et peur. C'est-à-dire qu'il y a comme deux types de peur. Euh, Il y a quelque chose qui est très utile, qui fait partie de votre système de survie, qui est plus en fait parfois un sixième sens, un radar, un sonar, ce qu'on appelle parfois dans le monde animal un instinct, dans le monde maternel, l'intuition féminine, l'instinct maternel, etc. Et ça fait partie de votre arsenal pour survivre, pour éviter, pour sentir ah, vous avez vraiment pas envie de prendre cette voie, vous savez pas pourquoi en théorie vous devriez, et puis ça vous pousse, non, ça vous pousse à pas courir pour attraper ce moyen de transport, ça vous pousse à ne pas accepter telle chose, et avec le temps vous vous dites waouh, en fait ça savait qu'il y avait un Mm. danger à la clé. Donc j'ai été en quelque sorte averti. Et ça c'est très important, ça veut dire rester connecté avec cette intuition, cet instinct, bref, peu importe les mots que l'on met dessus, et qui, tel un allié invisible qui vous préserve, vous permet, si vous êtes assez connecté avec vous-même ou avec cet entourage, d'éviter quelque chose qui vous aurait fait perdre du temps, de l'énergie, voire plus. Ça, c'est pas vraiment en fait de la peur, c'est plus l'instinct animal ou l'intuition humaine dans toute sa splendeur et son côté où même si on ne sait pas comment ça fonctionne. Mm. On le voit avec des animaux qui fuient certains endroits avant un cataclysme, avant une catastrophe naturelle, etc. On le voit avec des gens qui tout d'un coup ont fait marche arrière avant de prendre une voiture sans savoir pourquoi et tout le monde leur a dit mais t'es complètement zinzin. Enfin, et finalement, on a compris après pourquoi. Mm. Éventuellement sauver leur vie. Des cas comme ça, il y en a juste des milliers. Ça n'est pas faire du mysticisme, encore une fois, c'est juste l'histoire. Et puis, il y a
cette autre peur, euh, qui est en fait une sorte de piège, parce que si vous l'écoutez, vous n'osez pas devenir vous-même. C'est-à-dire que cette autre peur, je la vois pas vraiment comme une faiblesse en soi ou une fatalité, mais je la vois presque maintenant avec le recul comme peut-être un test que vous vous êtes laissé à vous-même, ou un test que, disons, l'univers, pour faire simple, ou la vie, ou peu importe, que l'on soit croyant ou pas, encore une fois, c'est pas une question de ça, à placer sur votre chemin, parce que si vous cédez à cette peur et que vous n'avez pas recours aux ressources en vous qui vont vous permettre de en fait la transcender, de surmonter tel obstacle, de prendre votre courage à deux mains et puis de vous dire allez j'y vais, vous n'allez pas, en l'occurrence sur ce pas-ci en tout cas, devenir vous-même, puisque vous allez vous diminuer, vous soumettre par avance à quelque chose qui n'était certes peut-être pas facile, pas très tentant, mais qui finalement vous a bloqué dans votre développement, vous a arrêté en chemin. Et donc, avec le temps, il me semble que l'on peut comprendre, et c'est un des messages de différentes traditions, pas seulement chamaniques, des traditions parfois classiques de l'Antiquité et autres, qu'en fait, il n'y a à avoir peur de rien, sauf de la peur elle-même. Hmm. Merci. Voilà, le silence qui accueille ce que tu dis. Et voilà, pour ceux qui sont habitués à ce rendez-vous, savent que le silence fait partie de ce qu'on dit ici. Et merci pour cette phrase. Je rebondis sur libre arbitre et lâcher prise, parce que je suis avec euh, le libre arbitre, c'est vraiment cette capacité à décider, pas capacité, mais cet espace de décision personnelle et ce lâcher prise de cette ouverture au tout, en tout cas à tout ce qui me dépasse, que je ne peux pas comprendre avec mon mental, mais plutôt sentir, percevoir. Et finalement, cette possible euh, contraire, et qui, pour moi, je vois complémentaire, et, et qui peut justement tisser cet intérieur-extérieur qui m'est cher et qui me touche avec le triconscient que vous connaissez. Euh, pour clarifier les espaces et être clair et rayonnant dans qui nous sommes. Comment tu, comment tu, alors déjà, est-ce que tu partages ces deux énergies, enfin cette vision de deux énergies non pas contraires mais complémentaires? Et si oui, comment tu tisses ça au quotidien pour, en tout cas moi, ma perception, c'est d'être complet et d'être entier. Hmm. Des moments de lâcher prise, il y en a même dans des contextes très quotidiens et banaux, par exemple d'éternuer, ce qui est un moment qui n'est pas seulement étudié par la science, mais qui est aussi étudié et commenté depuis des siècles par certaines écoles, notamment dans le bouddhisme, pour ce moment de brèche dans le continuum de l'existence et de votre enchaînement égotique parfois, Ouais. ou en tout cas mental. Et puis dans certains contextes, par exemple l'enregistrement de cette émission, j'ai quand même le libre arbitre de décider de ne pas éternuer et de le contenir. Ok, tu On me diras pourrait, comment tu fais, hein, tu me diras comment tu fais. on pourra étendre ça à d'autres phénomènes, bien sûr. Hmm. Cela dit, voilà, il faut tout pour faire un monde et suivant les situations, je ne crois pas qu'il y ait évidemment de règles absolues et que le lâcher-prise est d'autant plus bienvenu euh, que l'on est en sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des histoires de lâcher-prise, c'est où est-ce que vous êtes, à quel moment de votre vie, comment vous vous sentez, qui vous entoure et quelle est votre intention. Et cet ensemble est capital de façon à pouvoir réellement lâcher prise, mais en toute sécurité et pour en recueillir un bénéfice qui va être à la mesure de votre ouverture, qui est peut-être un terme
plus juste que de parler d'abandon dans ce moment-là. Mais c'est quand Mm. même l'abandon d'autres formes, peut-être plus individuelles, plus égotiques, etc. Cela dit, ce contexte, euh, pourquoi, euh, avec qui, dans quel environnement, est capital et appelle à la prudence. Surtout en ce moment où il y a un tel engouement pour toutes sortes de choses et où on voit parfois des gens partir la fleur au fusil de façon peut-être naïve vers des méthodes qui promettent la lune et qui se veulent extrêmement rapides, à l'image de notre soif occidentale d'aller toujours plus vite et de penser que certaines choses peuvent s'acheter ou peuvent se comprendre et s'intégrer en 2 jours, en un bouquin ou en un simple stage. Mm. Euh, il faut être très prudent par rapport à tout ça, je pense, tout en reconnaissant que certaines personnes ont de véritables dons et de véritables accès à quelque chose de façon fulgurante, comme si tout d'un coup, par un raccourci que l'on n'arrive pas à expliquer, ils récupéraient une forme de maîtrise, de connaissance qui est complètement disproportionnée, au bon sens du terme, par rapport à leur chemin chronométré. On l'a vu, moi ça m'intéresse beaucoup de faire des parallèles dans d'autres domaines justement qui n'ont rien à voir avec la mystique, la spiritualité, etc. Mais par exemple, on le voit de plus en plus, et maintenant c'est étudié et filmé, et avec cette démultiplication des vidéos, notamment sur Internet, on a accès à des choses qui n'étaient que des cas isolés où il y a quelques années, on parlait d'un enfant prodige parce que il ne prenait pas de cours de piano, donc il ne s'agissait pas de quelqu'un qui avait été mis au piano à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans et qui à 7 ans était capable de jouer X concerto pour piano et sans égaler Mozart, bien sûr, avait néanmoins quelque chose qui faisait qu'on disait c'est un enfant prodige. Non, il s'agit de beaucoup plus de cas aujourd'hui, maintenant que les choses sortent, notamment grâce au partage de toutes ces vidéos, et où au-delà d'une formation, et où là on peut dire, bon, voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment des cordes à son arc pour apprendre très très vite et très très bien, et plus on apprend jeune et plus on apprend rapidement, donc finalement ça s'explique rationnellement. Mais où on a d'autres phénomènes, par exemple ces enfants de quelques années à peine, que l'on voit improviser au piano, et où il n'y a pas une faute, entre guillemets, et où c'est une improvisation qui peut être néoclassique, qui peut être de type de jazz, de néo-jazz, et où là, c'est assez confondant, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir absorbé un répertoire en étant particulièrement doué, en ayant un haut potentiel, en étant surdoué, tel que des scientifiques, des médecins peuvent dire, bon, bah, lui, c'est évident que là où quelqu'un va apprendre le solfège et l'harmonie en 8 ans, lui, en 6 mois, ça va être plié. C'est au-delà de ça. Et on parle aussi de vibration, d'inspiration, de musique qui semble couler de source, ce qui est une Mm. expression intéressante. Euh, Couler de la et, source. et donc là, il y a quelque chose qui, pour sortir des sujets plus spirituels, montre que au-delà de l'apprentissage rationnel où il faut avoir pratiqué pour proportionnellement à cet apprentissage récolter les fruits d'un certain enseignement, etc., des choses qui ont l'air de se réactiver. Mm. Comme si cette personne portait en elle le bagage, peut-être le fruit. Alors, peu importe votre conception de l'existence. On parlait du bouddhisme tout à l'heure. Un bouddhiste dira ah bah oui, c'est une vie passée. Et en fait, il récupère le capital d'une vie passée. Et un physicien quantique, parfois, vous dira non, c'est pas ça. C'est une ligne de temps parallèle et où, en fait, quelqu'un qui a fait un autre choix et qui joue du piano depuis tant d'années, tout d'un coup, il y a une sorte de fuite entre des lignes parallèles de temps, entre des univers parallèles, etc. Et on en récupère, etc. Donc peu importe, tout ça paraît très difficile à prouver rationnellement. C'est pas le point, c'est qu'on le constate et qu'on ne l'explique pas. Donc là, il y a quelque chose qui défie un peu notre entendement par rapport non seulement aux dons et à l'apprentissage parfois brillant, mais à des Mm. choses qui semblent se révéler spontanément et qui semblent témoigner d'une connaissance qui est bien plus vaste que l'âge de la personne qui nous retransmet quelque chose. Mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas des phrases qui disent, par exemple, que la vérité sort de la bouche des enfants? Mm. Merci. Effectivement,
ça parle de cette danse, justement, et là où tu l'ouvres encore plus loin, enfin, s'il y avait un début et une fin, parce que loin, ça, je sais même plus ce que ça veut dire, ni près, entre le macro et le micro, mais ça effectivement ouvre la danse entre ce libre arbitre et cette ouverture, pour ne pas dire lâcher prise, mais cette ouverture et et, oui, j'ai ce geste-là, mais j'ai pas le mot, c'est-à-dire cette expansion et puis cet alignement qui prend source dans finalement des choses qui nous échappent, en tout cas ici et maintenant, et, euh, et qui nous font en tout cas qui nous offrent une piste, euh, qui nous ouvre une piste justement pour vivre ce qu'on peut appeler nos hors-pistes, donc ce qui n'a pas été désigné, dessiné d'avance. Euh, Comment tu regardes dans le rétroviseur, toi, Tigrane, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est derrière toi dans cette ligne de temps? On va rester ici, parce que bon, voilà, sinon ça peut aller très loin. Mais comment tu regardes dans le rétroviseur sur ce thème de l'audace Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'audacieux? En tout cas, il y a des moments de la vie où j'avais le choix entre une décision qui était plus peut-être sécurisante, peut-être plus justifiée rationnellement, et où le fait de ne pas écouter son moi profond par rapport à quelque chose qui semblait pas vraiment au programme, et peut-être même un petit peu fantaisiste ou fou, euh, Hmm, faisait que, en faisant le choix qui était le plus raisonnable, je me sentais très mal. hmm, Donc, on peut bien sûr décider de lutter contre soi-même, et on est tous entourés de gens, bien sûr, on les a vus souffrir de ça, souffrir de ce sacrifice de qui on est vraiment, souffrir de abandonner ses rêves d'enfance, souffrir de faire une croix sur ses idéaux adolescents, etc. Mais ça se paye. Ça se paye hmm, par une fermeture qui finit par s'ossifier, ça se paye par une carapace qui finit par être particulièrement contraignante, ça se paye par toutes sortes de conséquences. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, vous vous dites non, j'ai déjà été là, et hmm, finalement, j'ai dû m'arrêter et faire marche arrière au bout d'un an, 2 ans, parce que je ne m'étais pas vraiment écouté. Donc oui, il y a eu des moments dans les distances où il m'est arrivé des choses que je ne pouvais pas expliquer sur le moment, mais qui parfois très très vite, dès lors que vous les acceptez, révèlent leur sens caché. Euh, Par exemple, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais chef de chœur, je m'occupais de formation musicale et vocale, notamment dans un centre d'action liturgique et musicale, je m'occupais de chorale, d'adultes, d'enfants, etc. Et donc, je vivais, tout en étant diplômé de musicologie à la Sorbonne, en m'orientant vers l'ethnomusicologie, dans une filière qui n'était pas seulement ma passion et mon gagne-pain, mais qui était de la musique classique à la musique ethnique, de la musique sacrée à la musique profane, de chef de chœur à baryton, totalement immergé dans la musique du matin au soir. hmm, Et un jour, en pleine répétition, alors que tout allait bien et que c'était un des moments que je préférais de loin, euh, tout d'un coup, ça m'a dit arrête tout. Alors, ça m'a dit d'abord quoi ça m'a dit, sans jeu de mots. Ça m'a dit, bah, c'est tout d'un coup quelque chose en soi qui semble être, alors que la réalité est parfaitement stable, que vous êtes complètement ancré, les pieds sur terre. Vous êtes chef de chœur, donc vous êtes obligé d'avoir une attention aux différents pupitres, à la partition, capter le regard des autres, etc. Vous n'êtes pas du tout dans la lune. Vous n'êtes pas sous influence de quoi que ce soit, à part peut-être la beauté de la musique qui prend corps à travers les voix des uns et des autres pour s'unifier en un océan qui vous transporte. Donc là, bien sûr, le pouvoir de la musique et de la vibration. Donc oui, il y a une élévation en quelque sorte de la conscience, et on le sait tous, aux musiques qui nous font vibrer, et qui parfois nous transportent, et qui parfois nous soignent, osons le dire. C'était une époque, moi, où j'enchaînais beaucoup de cours, et etc., sous toutes sortes de fronts à la fois.
et où, sans mécène, sans subvention ou aide particulière, le quotidien était une course contre la montre avec pas assez d'argent, pas assez de temps et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce qui m'a amené à des veilles d'examens, d'auditions, de masterclass de chant, de voyages à l'étranger pour rencontrer un grand artiste lyrique, etc. Parfois à des pics de stress où je me suis retrouvé, par exemple, totalement bloqué du dos 24 heures avant le concert le plus important de l'année. Mm. Une fois, alors que rien n'y faisait, et que j'avais vu un ostéo, un chiro, un ceci, un cela, je tourne en rond, un peu plié en deux dans ma chambre de bonne. Et puis, sans trop savoir pourquoi, je mets le Dixit Dominus de Handel et je le mets à fond en coupant mon téléphone. Et je m'imagine le diriger en étant seul dans cette chambre de bonne. Et petit à petit, la musique est tellement envoûtante au bon sens du terme, Mm. que pris dans cette contagion des forces positives, je commence à gesticuler un tout petit peu et à la diriger juste des mains, avec évidemment beaucoup moins de mobilité et d'entrain que je l'aurais eu si j'avais été non pas bloqué du dos, mais dans un état normal. Et puis je m'oublie au fil de cette demi-heure, en gros, du Dixit Dominus magnifique de Handel qui est issu donc des vêpres des Carmélites. Mm. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'au final, j'ai plus rien. Je suis complètement fluide, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de dénouement où il s'est passé quelque chose dans le fait de s'oublier, de ne plus penser à la douleur, de commencer à bouger d'abord les mains, etc. Et où, loin d'être très, très conscient de quelque méthode que ce soit, la musique, les voix, la projection, l'imagination, peu importe en fait, ça a fonctionné. Et le résultat était là. Donc ça, oui, c'est des expériences. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout des découvertes liées à la musicothérapie, bien sûr, Mm. voire du son, de la vibration. Et à partir du moment où on dit que tout est vibration, on comprend à quel point on est loin d'avoir vu le bout des potentiels et peut-être même non seulement de potentiel parfois thérapeutique, puisqu'on parle beaucoup de musicothérapie depuis quelques années, mais aussi des sources d'enseignement ou des sources de visualisation possibles dans les formes géométriques que ça peut révéler et la façon dont ça peut nourrir une réflexion chez certains scientifiques aujourd'hui, qu'ils soient mathématiciens, physiciens, chez certains historiens de l'art, qu'ils s'occupent des rosaces ou des mandalas ou des tankas Mm. tibétains, etc. Il y a toutes sortes de passerelles qui sont à l'œuvre et qui sont fascinantes dans la façon de vous faire toucher du doigt tout d'un coup peut-être une forme d'ordre ou d'intelligence de la nature qui relèvera à la fois de la géométrie, de la mathématique, de la vibration, etc., qui présiderait en sous-couche à toutes sortes de manifestations plus ou moins matérielles, plus ou moins fluides, et qui vous ferait entrevoir, sans passer à un état modifié de conscience, sans avoir fait 10 jours de randonnée en altitude, sans avoir tapé du tambour pendant 3 heures, sans avoir ceci ou cela, tout d'un coup avoir accès, avoir une prévision de quelque chose qui, de l'autre côté du voile, préside à la forme de tellement d'objets, de formes de vie naturelles, minérales, végétales et autres, et qui signe tout d'un coup une sorte d'intelligence dans la nature qui devient visible dans son Mm. ordre, sa beauté, son harmonie, sa symétrie et également son impermanence. Mm. Mm. Et merci pour cette hors-piste qui me ramène à cette piste. Euh, je regarde les arbres du jardin, c'est automatique du coup, et qui nous ramène en miroir de ce que tu viens de dire, qui nous ramène à notre nature. Euh, et comme elle est enseignante, et comme tout ce que tu décris, toutes ces pistes que tu ouvres sont enseignantes pour, je vais dire, retrouver la nôtre, ou en tout cas la nourrir pour qu'elle puisse être la plus claire, la plus pure, la plus authentique possible. Hmm.
Bon, voilà, on a les mandalas en commun aussi, de ce que j'ai perçu sur les réseaux. Les gens me connaissent bien avec mon mandala du jour aussi, où voilà, j'aime voir cette porte. Pour moi, c'est une porte, ce cercle, cette porte à aller voir l'essentiel et comment cet essentiel peut nous enseigner justement du pas suivant avec audace, dans son sens non pas forcé, ou en tout cas qui vient chercher une force qui nous pousse, mais plutôt qui nous ouvre et nous déploie. Mm. Merci beaucoup, Tigrane, pour cette hors-piste qui est totalement sur une magnifique piste d'ouverture. Merci beaucoup. Et la dernière question, un peu gimmick de l'émission, c'est être hors-piste pour toi, c'est quoi? Alors, je vais être très concret, je suis passionné de ski. D'accord. Et jusqu'en 2020, je faisais tout pour skier chaque année. Euh, la découverte du hors-piste à ski, ça a été de voir à quel point, à quelques mètres seulement des grandes autoroutes, des pistes damées et balisées et parfois surpeuplées, on pouvait, en étant sur le même flanc de montagne à la même heure, Mm. et juste en faisant un pas de côté, juste qu'elle se mette sur le côté, changer du tout au tout sa sensation d'espace, de liberté, de silence, de fluidité, ce toucher de neige, ce contact, cette poudreuse vierge, mais aussi ces sensations visuelles de milliards de flocons et de cristaux iridescents encore intouchés. Cet hors-piste-là, il est juste en parallèle, Mm. juste à 2 mètres. Et c'est peut-être à l'image du monde multidimensionnel que l'on habite Mm. et où, loin d'être contraint à rester seulement sur un plan, un registre, nous sommes aussi des voyageurs dans l'âme et peut-être même inconsciemment, sommes-nous des gens qui faisons des allers-retours entre différents plans de la réalité. Peut-être Mm. qu'ici, à l'instant où j'en parle, j'en ai pas conscience. Peut-être que j'ai cette illusion de trame passé, présent, futur parfaitement continue et linéaire. Mais peut-être que c'est un peu plus subtil que ça. Peut-être qu'il y a une alternance, comme une sorte de clignotement entre les mondes, entre différents champs de conscience, le conscient, l'inconscient, l'esprit, l'âme, le matériel, l'immatériel, le visible, l'invisible. Et peut-être que tout ça est une tapisserie qui entrelace piste et hors piste dans une vastitude telle qu'on est bien loin d'en voir les contours. Mm. Merci pour cette longue réponse. Alors, pour ceux qui savent, il va y avoir un visuel de cette émission et j'ai pas beaucoup de place pour écrire, Tigran. Donc, je vais essayer de trouver, être hors piste pour Tigran, c'est trois quatre mots. Bon courage. Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et à très bientôt. Et soyez Merci à tout, toi, à tes auditrices et tes auditeurs. Avec grand plaisir. À bientôt. à bientôt et soyez vous-même tous. Écoutez votre audace. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes de mes podcasts Hors Piste et Être Humain en vidéo sur ma page YouTube Thomas Cissot. Découvrez également en avant-première mes futurs invités sur les pages Instagram Hors Piste Podcast et thomas.cissot. À très bientôt.